Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être ici parmi vous pour parler de ces questions et donc d'avoir été invitée. Donc ma présentation va porter sur les perceptions sociales de la nudité au prisme du genre. C'est une réflexion que j'ai montée à partir de la thèse que j'ai faite à l'EHESS. C'est une thèse d'anthropologie sociale qui traite des regards que les femmes portent sur le corps des hommes dans le cadre des rapports de séduction hétérosexuelle en France et dans la période contemporaine. Donc mon prisme sera pas mal tourné autour de cette question de la binarité homme-femme dans la France contemporaine. Dans cette intervention, je ne parlerai pas des perceptions de l'individu de sa propre nudité, mais plutôt des perceptions collectives et individuelles de la nudité d'autrui dans la vie quotidienne comme vis-à-vis des représentations visuelles. Par représentation visuelle, je parle des représentations artistiques et des représentations qu'on peut trouver dans les produits de l'industrie culturelle. Donc ça va brasser assez large, que ce soit dans la peinture, la sculpture, le cinéma, les séries et autres vidéos, les publicités, les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un peu tout ça que je vais englober sous le vocable représentation visuelle. Et je m'intéresserai en particulier aux perceptions de la nudité au prisme du genre, à la fois du genre de la personne représentée et au prisme du genre de la personne observante. Tout au long de ma présentation, nous constaterons qu'il existe un traitement différencié de la nudité des hommes et des femmes dans la culture visuelle comme dans la vie sociale. Donc, pour commencer, plusieurs éléments de cadrage sont nécessaires. Premièrement, je parle de perception sociale pour souligner qu'il n'existe pas de perception naturelle et que, bien que le corps soit capable de percevoir, ces perceptions sont toujours accompagnées d'interprétations qui leur confèrent une signification. Donc je propose de retenir la définition du sociologue David Le Breton, que vous avez en très gros sur cet écran. Donc on va lire ensemble. Donc les perceptions sensorielles ne relèvent pas ou pas seulement d'une physiologie ou d'une psychologie, mais d'abord d'une orientation culturelle laissant une marge à la sensibilité individuelle. Les perceptions sensorielles forment un prisme de signification sur le monde et sont modelées par l'éducation et mises en jeu selon l'histoire personnelle de chaque individu. Ce sont les ressources de sens de l'individu qui découpent son monde en chaînes de compréhension et d'action. Dans une même communauté, elles varient d'un individu à l'autre, mais elles s'accordent à peu près sur l'essentiel. La perception de la nudité dans le contexte français contemporain, engage principalement le sens de la vue, car c'est bien la visibilité du corps nu qui nous intéresse et le regard porté sur ce corps qui est au centre de la question. On va donc parler des regards portés sur les corps nus, en sachant qu'il y a un double sens attribué au regard, qui est à la fois un acte physiologique de voir, mais également un acte de la pensée, un point de vue, un jugement. Donc le regard est à la fois une fonction biologique et une manière de percevoir le monde qui est marquée par la culture dans laquelle l'individu regardant évolue et la position sociale dans laquelle cet individu se trouve, en termes d'âge, de genre, de classe, etc. Il est important de noter que le regard s'éduque. À la fois, les manières de regarder sont le fruit d'une éducation. On peut regarder avec plus ou moins d'insistance, avec plus ou moins de discrétion, etc. Mais aussi, les manières d'interpréter ce qu'on regarde sont le fruit d'une éducation. Face à un corps nu, par exemple, un médecin n'aura a priori pas le même regard qu'une personne qui n'est pas dans un domaine médical, comme, je ne sais pas, un adolescent par exemple, puisqu'à priori, le médecin aura été habitué à changer son regard sur le corps pour regarder un corps nu sous un angle médical et pas sous un autre angle. En tout cas, pas sous le même angle que de personnes qui ne sont pas dans le secteur médical.
Il existe aussi une éducation genrée du regard. Dans toutes les sociétés, les chercheurs et chercheuses en sciences sociales ont montré que les regards des femmes sont globalement moins libres de se poser où ils le souhaitent que les regards d'hommes. Abordons maintenant le sujet de la nudité. Donc, qu'est-ce que la nudité ? Aujourd'hui, dans la société contemporaine, la nudité se définit par rapport aux vêtements et à son absence, ainsi qu'au fait de cacher ou non les organes génitaux. Donc on parlera de nudité totale lorsque le sexe est visible et de nudité partielle lorsque seulement quelques parties du corps sont dévoilées, mais que les parties génitales sont cachées. Donc à noter une première différence genrée. Dans la perception de la nudité des hommes et des femmes, une femme qui se présentera torse nu sera perçue comme plus dénudée qu'un homme qui se présentera ainsi, ce qui peut s'expliquer par le fait que seule la poitrine des femmes est érotisée dans la société occidentale. On pourra y revenir, mais ce que j'entends par érotisation, c'est le fait de rendre érotique, de conférer une représentation érotique à quelque chose qui a priori ne l'a pas. Et ce qu'on va appeler érotisme, c'est l'ensemble des phénomènes qui éveillent une forme d'attirance ou de désir sexuel. Voilà, c'est vraiment la définition tirée de l'éros de Grèce antique qui associe l'érotisme au désir amoureux. Donc, si la nudité est aujourd'hui définie par rapport à l'absence de vêtements, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, la géographe Francine Barthes de Loisy indique qu'étymologiquement parlant, la nudité dérive du terme latin nudus, qui se rapporte au fait de ne pas se couvrir le corps comme l'exige la situation et le lieu où l'on se trouve, sous peine d'être choquant ou inconvenant. Donc, cette acception révèle l'importance d'être habillé comme il se doit, selon l'espace dans lequel le corps se situe et les règles officielles ou officieuses en vigueur dans cet espace. Nous y reviendrons. Alors, étudier la nudité sous l'angle de la perception sociale, c'est s'intéresser aux manières dont la nudité est interprétée par les individus et les groupes sociaux. C'est donc se saisir des regards portés sur la nudité, plus que sur la nudité en soi, qui ne veut pas dire grand-chose. Pour comprendre les rapports entretenus au corps nu, mais également le recours aux représentations visuelles de ces corps, il faut saisir les significations symboliques associées à la nudité. Donc ici, je vous ai proposé 4 significations, mais peut-être que Claude en rajoutera plus tard. En tout cas, la nudité peut être le signe de l'enfance et de l'innocence. Elle peut être le signe de l'état naturel de l'homme et de l'être humain, et donc associée à une forme d'animalité. Elle peut être le signe de la pauvreté, du dénuement le plus extrême et de la souffrance. Elle peut enfin être associée à la sexualité et à l'érotisme et symboliser la luxure. Donc, c'est en raison des interprétations associées au corps nu que la nudité d'autrui laisse rarement indifférent. Ce n'est pas le corps qui a un pouvoir en soi, mais c'est bien ces interprétations qui font que la nudité peut poser problème. Et c'est en particulier, à mon sens, en raison de l'association nudité-sexualité. On y reviendra. Il faut aussi parler de la pudeur et de la décence. Donc, on a plusieurs types de pudeur. Par rapport à la nudité, il y a la nudité de la personne dont le corps est nu, la pudeur que la personne dont le corps est nu peut éprouver, la pudeur de la personne qui se trouve en face du corps nu, et plus globalement la pudeur sociale ou décence qui définit les limites tolérées de la nudité. Dans son histoire de la pudeur, l'historien Jean-Claude Bologne propose les définitions suivantes, donc on va le lire ensemble.
On définira la pudeur comme le sentiment qui retient d'accomplir ou de regarder toute action, pudeur corporelle, ou sa représentation, pudeur artistique, condamnée par un code moral personnel, pudibonderie, ou caractéristique d'une époque et d'un lieu donné, pudeur, par respect pour soi-même, pudeur, ou pour les autres, décence. Donc Jean-Claude Bologne souligne qu'il n'existait pas une pudeur unique, mais un ensemble de comportements qui, pour des raisons variées et dans des contextes multiples, peuvent relever de la pudeur. Donc la nudité est encadrée par des normes morales et des règles plus ou moins précises et officielles. On ne peut pas être nu n'importe où et en présence de n'importe qui. La nudité, totale ou partielle, peut être attendue, admise ou inconvenante selon les lieux et circonstances et la position sociale des individus, ce qui évolue selon les époques et les cultures. Il existe des variations à l'échelle historique, mais également au sein d'une même époque, dans une même culture, à l'échelle géographique et selon l'environnement social dans lequel les individus se situent. Aujourd'hui, en France, la nudité du corps est surtout admise dans la sphère du privé et de l'intimité. C'est lorsqu'elle sort de ces espaces pour s'afficher dans les espaces publics qu'elle devient problématique. La géographe Francine Barthe-Deloisy relève 3 types de nudité qui sont tolérés dans l'espace public français contemporain. À la fois le nu balnéaire ou nudisme, une pratique qui s'est développée au XIXe siècle. À noter que la France est aujourd'hui la première nation naturiste du monde en termes de capacité d'accueil, avec 2,5 millions de naturistes reçus par an. Il y a également le nu protestataire. On peut par exemple penser aux Femen, les activistes féministes qui protestent en retirant les vêtements du haut du corps et en écrivant des messages sur leur poitrine. Et il y a également, selon Francine Barthe-Deloisy, le nu festif. Elle cite par exemple le cas de la Gay Pride. La tolérance vis-à-vis de certaines formes de nudité nous rappelle donc que la perception de la nudité est relative, qu'elle dépend du lieu, de l'espace géographique, des personnes environnantes et du contexte politique, historique, culturel et social. Qu'en est-il de l'encadrement législatif de la nudité en France ? Comme le remarque Juliette Gatté, avocate et enseignante-chercheuse spécialisée en droit pénal, les textes de loi se concentrent sur la manière dont il convient de ne pas imposer sa nudité aux yeux des autres. De 1863 à 1994, on parle d'outrage public à la pudeur pour punir la nudité publique. En 1994, l'article 222-32 du nouveau Code pénal transforme l'outrage public à la pudeur en exhibition sexuelle. Les peines d'amende sont plus lourdes, mais la peine maximale de prison est réduite. Donc, selon cet article, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Depuis le 23 avril 2021, l'article est complété par 2 alinéas visant à renforcer la protection des mineurs. Donc, vous les avez ici. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard public la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Et lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de 15 ans, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende. Donc, l'acte d'exhibition sexuelle, qui est interdit donc par le droit français, concerne à la fois le fait d'être visible en état de nudité complète par autrui et d'être visible en train de procéder à un acte sexuel. Comme le remarque Juliette Gatté, je la cite, « La culpabilité de l'auteur peut résulter soit de la volonté délibérée de froisser la pudeur publique, soit de la seule négligence à dissimuler un acte obscène à la vue des tiers. » Donc la sanction peut s'appliquer indépendamment de toute intention lubrique ou provocatrice. Par ailleurs, selon Juliette Gatté toujours, le Code pénal ne définit pas réellement la pudeur publique ni l'acte obscène.
ce qui a pour effet de conduire à un traitement différencié de la nudité de l'autre selon le genre. En effet, elle note que les condamnations pour exhibitionnisme sont presque exclusivement prononcées contre des hommes. Par exemple, en 2002, seuls 0,9% des condamnations pour exhibitionnisme concernent les femmes. Selon elle, l'exhibition d'un corps féminin est davantage tolérée, à condition que les femmes nues soient jugées désirables. En effet, le nu féminin peut être toléré, voire souhaité lorsqu'il met en scène un corps idéalisé, esthétisé, érotisé, mais la nudité féminine peut paraître indécente, voire obscène, lorsqu'elle échappe au désir masculin. La nudité masculine, quant à elle, paraît un peu plus systématiquement contraire à la décence et obscène. Il existe donc une pudeur sexuée et un traitement différencié de la nudité selon le genre de la personne dont le corps est nu. Et aujourd'hui en France, la nudité féminine est davantage tolérée que la nudité masculine. Mais ce n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas le cas partout. L'historien Jean-Claude Bologne indique par exemple que dans la Grèce antique, c'est la nudité féminine qui scandalise, alors que l'homme nu ne choque pas. Je vais maintenant aborder plus spécifiquement les perceptions des représentations visuelles de la nudité dans les arts et médias. Et je vais commencer par aborder notre rapport aux représentations du passé, issues d'époques antérieures à la nôtre, en particulier en sculpture et en peinture. Donc, il est important, à mon sens, de souligner qu'on peut avoir une lecture biaisée de la nudité d'autres époques. D'une part, les usages des œuvres ont évolué. Les tableaux et statues qui sont visibles dans les musées aujourd'hui, dans les expositions publiques, étaient auparavant, pour la plupart, destinés à une exposition privée. Donc là, je vous ai mis le cas de L'origine du monde de Gustave Courbet à droite. Qui est un tableau qui est commandité par un diplomate ottoman qui le gardait chez lui derrière un rideau et qui ne le montrait qu'en présence de certaines personnes. Le tableau est ensuite racheté par un marchand d'art qui, lui, dissimule le tableau derrière un autre tableau. Donc la distinction espace public, espace privé, elle ne se rapporte pas seulement à la nudité physique de la vie quotidienne, mais aussi à la nudité dans les représentations visuelles. En outre, les représentations de la nudité d'époques antérieures dont nous avons accès aujourd'hui ne sont pas nécessairement représentatives des comportements et mœurs de leurs époques. Il est important de prendre en compte que dans l'histoire occidentale, le statut de la nudité physique de la vie quotidienne est différent du statut de la nudité iconographique de la vie artistique. Par exemple, Jean-Claude Bologne remarque qu'à la Renaissance et au XIXe siècle, les représentations artistiques de nus sont plus nombreuses, alors que ces périodes sont marquées par une forte pudibonderie dans la vie quotidienne. Inversement, au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle, la pudeur est plus forte vis-à-vis des représentations artistiques que dans la vie quotidienne. Par ailleurs, ce n'est pas parce que certaines périodes sont plus propices à la représentation de nus que ces représentations sont accueillies favorablement par tout le monde. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la fameuse peinture du Jugement dernier par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine au Vatican, qui a été inaugurée en 1541. Donc il faut savoir que cette peinture a suscité dès le départ de fortes protestations et que ces protestations émanaient davantage du peuple que des autorités civiles et religieuses. Ce qui fait que quelques années plus tard, le pape suivant fait recouvrir les organes génitaux par un autre artiste et que quelques années plus tard encore, le pape qui lui succède en fait recouvrir d'autres. Par ailleurs, Jean-Claude Bologne souligne que les perceptions de la nudité varient à une même époque selon les couches sociales. Il remarque que les classes populaires sont en général plus hostiles à la nudité artistique à la Renaissance, et il remarque au XVIIIe siècle que ce sont les petits bourgeois qui s'y opposent particulièrement. À l'inverse, les classes dominantes se montreront hostiles aux nus dans la vie quotidienne. Donc cette observation révèle que les réactions à la nudité, physique ou iconographique, peuvent constituer des marqueurs de classe,
des manières de se distinguer entre milieux sociaux. Autrement dit, exprimer son intérêt, son mépris, son choc ou autre type de réaction vis-à-vis de la nudité, c'est une manière d'affirmer ses propres valeurs, de performer son identité sociale. Et certainement que Claude abordera un petit peu plus cette question-là ensuite. Donc, on a vu que le rapport à la nudité varie selon qu'il s'agisse d'une nudité artistique ou physique, et que les représentations visuelles d'une époque ne traduisent pas nécessairement le rapport à la pudeur dans la vie quotidienne. En revanche, le rapport à la nudité nous informe sur les normes et rôles de genre en vigueur, qu'il s'agisse de la nudité artistique ou de la nudité dans la vie quotidienne. L'anthropologue Françoise Héritier a montré que dans la plupart des sociétés étudiées par l'anthropologie, je la cite, ces sociétés se sont fondées sur une distinction entre masculin et féminin et l'attribution de rôles sociaux différents aux hommes et aux femmes. Les caractéristiques et comportements attribués au masculin et au féminin varient cependant selon les sociétés et les périodes historiques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est que, à mon sens, la manière dont, les perceptions sociales de la nudité sont fortement imprégnées par ce qu'on appelle la division genrée des rôles de séduction entre hommes et femmes, qui associe la beauté au féminin et qui, du coup, quand c'est plutôt la force et la puissance qui est associée au masculin, et qui, du coup, attribue l'attractivité du corps au rôle féminin. Donc, il existe une bicatégorisation assez forte des questions de beauté et de désir qui influence le rapport à la nudité et le recours à la nudité dans les représentations visuelles. Donc, si aujourd'hui encore le corps féminin est souvent tenu comme l'incarnation de la beauté et du désir, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, que c'est quelque chose qui est historiquement et culturellement situé. J'arrête de souffler. En fait. Je vais en profiter pour boire. Donc, parler des représentations de la nudité au prisme du genre implique, à mon sens, de parler aussi des représentations de la beauté au prisme de genre, puisque le recours au nu est souvent un recours au corps nu, en tout cas dans les représentations visuelles. Peut-être que Claude, tu nous parleras d'autres choses vis-à-vis des représentations dans le spectacle vivant. Mais en tout cas, quand les corps nus sont représentés dans les arts visuels, c'est plutôt en général pour mettre en avant la beauté du corps. Et donc, le statut privilégié de la beauté féminine advient à la Renaissance en Europe. C'est une période qui est marquée par une préoccupation grandissante des hommes pour le corps et la sexualité des femmes. Donc c'est la période où l'expression beau sexe est attribuée aux femmes et dès lors, jusqu'au XXe siècle, la beauté ne se définit plus qu'au féminin. Donc à cette période-là, il y a vraiment une dissociation forte entre les qualités qui veulent être associées au féminin et celles qui veulent être associées au masculin. Et donc cette construction d'une binarité genrée, elle vient opposer en fait la question de la force et la question de la beauté, alors que par exemple à la période médiévale, les hommes peuvent revendiquer à la fois la force et la beauté. Donc la beauté des femmes se constitue progressivement en objet d'étude autonome, suscitant beaucoup d'observations, de descriptions, de louanges, de conseils et de prescriptions normatives autour du corps. Et finalement, c'est une fascination qui se développe autour du corps féminin qui ne fait que s'accroître au fil des siècles, avec à la fois, d'un côté, du côté des producteurs de discours sur la santé, la sexualité, la médecine, et également,
puisque de toute façon les deux sont liés, et également dans les arts. Donc, à partir du XIXe siècle, les thèses considérant que la beauté des femmes lance un appel au désir des hommes se développent. C'est une idée qui sera beaucoup reprise par le psychanalyste Sigmund Freud, selon qui le désir masculin passe par l'œil et le corps féminin constitue un ensemble de signaux visuels qui éveillent celui-ci. Cette idée est aujourd'hui alimentée par des théories de psychologie évolutionnistes, selon lesquelles, au nom de la préservation de l'espèce, les mâles sont attirés par les femelles jeunes et fertiles, soit belles et désirables, quand les femelles sont attirées par les mâles de statut élevé, soit forts et puissants. Donc, cette fascination pour les corps de femmes n'est pas propre à la science, elle se diffuse également dans les arts. Donc, c'est au tournant du XIXe siècle que le nu féminin remplace progressivement le nu masculin dans l'art. Donc, il faut savoir que jusqu'au XIXe siècle, le nu masculin est beaucoup plus visible. Le recours au nu masculin est beaucoup plus systématique. Et les corps de femmes, quand ils sont montrés, ils sont plus recouverts que les corps d'hommes. Au XIXe siècle aussi, l'historienne Michèle Perrault remarque que les villes françaises sont submergées d'images de femmes, alors pas forcément d'images de femmes nues, mais les images de femmes font l'objet d'un investissement symbolique multiforme, en politique avec l'incarnation de la République par la figure de Marianne, dans le religieux avec le développement du culte de la Vierge Marie et des figures de saintes, mais également dans l'art et la publicité. Elle remarque également que cette invasion d'images de femmes est accompagnée, je la cite, du retrait physique et politique des femmes de l'espace public. Donc, à partir du XIXe siècle, et avec le développement des procédés de reproduction et reprographie, le corps des femmes connaît une large diffusion. Par exemple, dans les années 40 apparaissent les premières photos de 1840 apparaissent les premières photos de prostituées nues. Les images de corps envahissent le marché avec les cartes postales de beauté féminine, les copies d'œuvres d'art classiques, et les publicitaires envisagent l'identification de l'attrait d'un produit à la femme qui le représente ou qui l'accompagne. Donc, le désir de consommer est alors associé à un désir masculin, et l'exhibition du corps féminin devient une composante essentielle de la culture de consommation. Alors, il n'est pas inutile de rappeler que cette histoire s'écrit au masculin, que les hommes, que les médecins, les artistes, les publicitaires, toutes ces personnes qui édifient le corps féminin en objet de désir sont des hommes. Et que les femmes, à cette époque-là, ont peu le droit de s'exprimer. Selon Françoise Héritier, l'exploitation commerciale de l'image des femmes consiste en une nouvelle forme d'usage sexuel de leur corps. Donc, je la cite. L'usage des capacités érotiques du corps des femmes à des fins publicitaires et marchandes obéit étroitement au schéma mental qui veut que les corps des femmes appartiennent à tous les hommes, à commencer par le regard d'appropriation posé sur lui comme un droit. Alors, certes, le corps masculin connaît également une spectacularisation et une marchandisation croissante, mais elle est plus tardive et moins importante. Donc, les représentations de la masculinité évoluent, notamment à partir des années 1960, et peu à peu, la beauté peut être cultivée et revendiquée par les hommes sans porter atteinte à leur identité de genre. C'est surtout à partir des années 90-2000 que l'homme nu et érotisé s'expose au regard public, que son image est utilisée par les publicitaires pour vendre des produits. On voit par exemple l'apparition aussi des calendriers comme les dieux du stade, etc. Et de plus en plus de films donnent également en spectacle la plastique d'acteurs. Mais malgré cette évolution, le corps masculin demeure peu visible face à l'hypervisibilité des corps de femmes. Et les études les plus récentes montrent que les femmes restent toujours beaucoup plus dénudées et plus sexualisées que les hommes dans la culture visuelle. Donc là, j'ai fait un petit panorama des dernières études dans la publicité, au cinéma et sur les réseaux sociaux. Donc pour le dire très brièvement, donc lorsque les personnages sont dénudés, dans 49%
Ils sont exclusivement féminins dans la publicité, alors qu'ils sont exclusivement masculins dans 24%. Et lorsqu'il y a une sexualisation appuyée des personnages, 58% mettent en scène des femmes seules, contre 2% mettent en scène des hommes seuls. Ce qui est entendu par sexualisation appuyée des personnages dans cette étude, c'est des comportements comme une attitude très suggestive, une simulation d'actes sexuels ou encore des cadrages insistant particulièrement sur certaines parties intimes du corps. Donc il y a plus de publicités présentant uniquement des femmes sexualisées ou dénudées que de publicités présentant uniquement des hommes sexualisés ou dénudés, comme le montre cette étude. Au cinéma également, les femmes apparaissent plus souvent dénudées que les hommes, en particulier en ce qui concerne les personnages principaux, et les corps ne sont pas montrés de la même manière selon l'âge. Donc les femmes sont dénudées et sexualisées lorsqu'elles sont jeunes, surtout entre 20 et 34 ans, quand les hommes sont davantage dénudés lorsqu'ils sont vieux. Ensuite, sur les réseaux sociaux, en fait, même si les réseaux sociaux ont plutôt une politique pudique, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, il y a quand même beaucoup d'images de corps nus ou partiellement dénudés. Et là, on voit bien, une fois de plus, que les corps de femmes sont plus dénudés que les corps d'hommes, puisque 30% des publications présentent des femmes partiellement nues, 21% des femmes totalement nues, contre 17% des publications qui présentent des hommes partiellement nus et 6% des hommes totalement nus. Et lorsque les personnages sont sexualisés, sur les mêmes critères que ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont des femmes à 92%. Sur TikTok, il y a relativement peu de nudité, mais quand elle est présente, elle est majoritairement féminine, puisque 80% des personnes nues sont des femmes. Donc, après vous avoir assommé de ces chiffres, je vais en venir aux résultats de ma recherche doctorale pour vous donner des exemples précis de perception de la nudité au prisme du genre à partir de mon terrain. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. On s'était dit avec Chloé qu'on intervenait chacune sur 45 minutes environ et qu'après, du coup, après mon intervention, il y aurait des petites questions, mais qu'il y aurait surtout une grosse discussion à la fin de nos 2 interventions, mais peut-être que si à ce stade il y a des éléments de cadrage, n'hésitez pas. N'hésitez pas en ligne non plus. Je ne sais pas si ce micro marche, mais en tout cas on a un micro ici à faire circuler si besoin. Bon bah j'enchaîne, et je vais essayer d'arrêter de donner des coups au micro. Donc je vais vous parler de ma thèse. Donc j'ai fait ma thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans à l'EHESS portait sur la question des regards que les femmes portent sur le corps des hommes. J'ai l'immense privilège d'avoir un des membres du jury ici présent. Donc, ce qui m'a amené à aller sur ce terrain-là, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, il y avait très peu d'analyse des regards de femmes sur les corps d'hommes, que la plupart du temps, quand on parle des corps, on parle des corps de femmes, des corps, de la nudité, de l'érotisme. Voilà, on parle très souvent des femmes, et que lorsqu'on parle des corps d'hommes, c'est souvent d'un point de vue homo-érotique, ou en tout cas pour parler des hommes homosexuels. Du coup, j'étais intéressée de creuser la question de la masculinité hétérosexuelle en m'intéressant au point de vue de femmes sur les corps d'hommes. Donc, j'ai mené une enquête en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai fait des entretiens avec une 50aine de femmes pour discuter avec elles de la manière dont elles regardent les hommes dans la vie quotidienne, que ce soit les hommes, que ce soit leurs partenaires intimes ou des inconnus, leurs collègues, leurs amis, avec cet intérêt pour le regard dans la séduction. Donc c'est pas la manière dont elles regardent n'importe quel homme, mais la manière dont elles regardent les hommes qui leur plaisent. Et j'en profitais aussi pour leur poser des questions sur leur consommation visuelle et sur leur rapport aux hommes en images. Et dans un second temps, j'ai étudié des projets artistiques créés par des femmes
qui ont pour objectif de visibiliser et d'encourager les représentations érotiques d'hommes dans les domaines de l'illustration et de la photographie. Donc, ce sont le fanzine Sprinkle et la collecte de photographies érotiques Lusted Men. Je vais y revenir après. Donc, cette enquête de terrain a été menée en France hexagonale entre 2018 et 2021. Et ce terrain m'a permis de rencontrer plus de 80 femmes qui sont cisgenres, majoritairement hétérosexuelles et blanches, de classe moyenne supérieure. Et elles sont âgées de 18 à 85 ans. C'était important pour moi d'avoir une large palette en termes d'âge pour étudier les éventuels changements au cours de la vie ou au cours des générations. Donc, qu'est-ce que cette recherche éclaire au sujet des perceptions sociales de la nudité ? Donc, nous allons voir que la nudité des femmes est considérée comme plus érotique que la nudité des hommes, qu'elle est plus acceptable et habituelle, et que la manière de réagir à la nudité informe sur les normes de genre. Alors, je vais commencer par parler de la réception des femmes rencontrées vis-à-vis des représentations érotiques d'hommes. Alors, quand je parle de représentation érotique, je parle d'images où on voit des corps d'hommes. Ça peut être... après, chacun voit comment il définit les représentations érotiques, mais par exemple, une publicité pour parfum, je la considère comme une représentation érotique. Mais on pourra, pareil, en discuter si vous voulez sur la définition de l'érotisme. Mais c'est vrai que moi, j'associe pas mal érotisme et nudité, parce que ce qui m'intéresse, c'est le regard dans la séduction, et voilà, c'est ces liens-là. Mais pareil, on pourra en revenir sur ces aspects-là dans la discussion plus tard. Donc, les femmes que j'ai rencontrées sont relativement critiques vis-à-vis des manières dont les corps d'hommes sont montrés dans la culture visuelle, que ce soit dans la publicité, au cinéma, dans les photographies qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, face à ces images, leurs émotions vont de l'indifférence à la colère, en passant par la gêne. Pour beaucoup, les images qui représentent des corps d'hommes sont trop homogènes, stéréotypées et commerciales pour être appréciables. Elles critiquent aussi l'uniformité des corps qui sont mis en scène et considèrent qu'elles n'adhèrent pas au modèle de masculinité que ces images véhiculent, en regrettant les stéréotypes de genre qu'elles reconduisent. Alors, c'est peut-être aussi un biais de classe. Donc, ce sont des femmes, comme je l'ai dit, de classe moyenne et moyenne supérieure. Donc, cette question de la réception aux images étant assez imbriquée avec les questions de classe sociale, disons, je ne dis pas que toutes les femmes pensent ça, mais en tout cas, l'échantillon rencontré a ce regard-là sur ces images. Et c'est important aussi de parler du fait que quand elles parlent du caractère indésirable des représentations visuelles de corps masculins nus ou semi-nus, elles font aussi allusion aux représentations informelles auxquelles elles sont confrontées. Donc, par exemple, les graffitis ou les dick pics. Là, je vous ai mis le commentaire d'Élodie qui dit que les pénis, on en voit partout, sur les tables du collège, qu'on grandit avec ces représentations-là. Et donc, ça me semble important de dire que dans l'imaginaire collectif et dans ce qui ressort des représentations de la nudité masculine, il y a aussi des représentations informelles qui sont assez envahissantes du point de vue des femmes rencontrées. Donc la critique, elle converge aussi autour de la question de la dick pic. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ici, mais donc on peut dire que c'est une sorte d'autoportrait cadré sur le pénis, généralement présenté en érection et en gros plan, et qui sont des photos qui sont rarement envoyées avec le consentement de la personne qui la réceptionne. Et donc parmi les femmes rencontrées, cette pratique est considérée comme une pratique exhibitionniste relativement violente et qui symbolise une forme de masculinité dite toxique. Tout ça pour vous dire que les représentations de la nudité masculine que ces femmes reçoivent au cours de leur vie quotidienne sont peu désirables et que ce n'est pas sans effet sur la manière dont elles perçoivent le corps des hommes dans leur vie quotidienne.
Donc, je vais parler maintenant plutôt de la manière dont elles perçoivent justement les corps d'hommes. Un des résultats qui m'a frappée au cours de cette recherche, c'est que alors que j'interrogeais toutes les femmes que j'ai rencontrées autour du regard qu'elles portent sur les corps d'hommes, il était très fréquent que les femmes me parlent du corps des femmes. Et quand elles parlaient des corps de femmes, c'était pour louer leur beauté, leur désirabilité, et aussi certaines femmes me disaient qu'elles considéraient que les femmes étaient plus belles que les hommes, que le corps féminin était plus beau que le corps masculin. Donc, l'analyse de ces discours-là montre qu'elles associent en fait très souvent les corps des personnes en présence desquelles elles se trouvent et les corps des représentations visuelles qui circulent dans la culture visuelle. Là, je vous ai mis un exemple. Donc, Zoé, pour argumenter sa préférence pour la beauté des femmes, mobilise l'exemple des représentations visuelles. Elle dit, je la cite, « En termes artistiques, je trouve que c'est plus intéressant de représenter le corps de la femme, artistiquement parlant, que le corps de l'homme. » Donc Zoé, elle a 18 ans. Dominique, elle a 63 ans, elle est d'accord. Elle compare les corps d'hommes et de femmes à partir de la manière dont ils sont représentés dans la peinture et la sculpture. Et donc elle dit qu'elle préfère les corps de femmes parce que le nu féminin est plus touchant et émouvant que le nu masculin, qui, je la cite, est moins riche dans les émotions que ça peut susciter. Parmi les femmes que j'ai rencontrées qui considèrent que les femmes sont plus belles que les hommes, ce sont surtout les femmes les plus jeunes. Et donc on y reviendra. J'ai une petite hypothèse pour expliquer ça. Je voulais préciser aussi qu'elles sont... Alors si parmi les femmes rencontrées, il y en a quelques-unes qui sont bisexuelles et pansexuelles, la majorité des femmes qui considèrent que les corps de femmes sont plus beaux que les corps d'hommes sont hétérosexuelles et précisent que cette admiration n'est pas liée à une attirance sexuelle. En fait, ce qui ressort de l'enquête, c'est que les femmes qui reconnaissent plus facilement la beauté et la désirabilité des corps de femmes considèrent que les corps d'hommes sont moins harmonieux. Et l'analyse des discours révèle que les mensurations en fait, qui servent de référence esthétique pour juger de la beauté d'un corps sont celles d'un corps féminin. Par exemple, je ne sais pas si j'ai mis la salle de Jade, non. Donc Jade, par exemple, me dit qu'elle considère que la poésie du corps se loge dans les courbes et les formes, qu'elle préfère la morphologie des femmes parce que les femmes sont, je la cite, moins plates que les hommes, et elle regrette que les corps d'hommes manquent de relief et de matière. Dans l'arbitrage de l'harmonie du corps, les organes génitaux tiennent également un rôle clé. Donc, selon les enquêtés, l'harmonie du corps masculin peut être un peu sapée par ces organes génitaux qui ne favoriseraient pas l'harmonie du corps puisqu'ils sont visibles, enfin plus visibles, jugés plus visibles par ces femmes et donc moins harmonieux. Donc en fait, ce que révèle cette analyse des discours, c'est que l'évaluation esthétique, elle est vraiment établie à partir de la référence du corps féminin, enfin d'un corps féminin d'ailleurs idéalisé, qui correspond aux stéréotypes de genre féminin et au canon de beauté en vigueur. Et que du coup, c'est en raison des formes soi-disant féminines et de la plus grande discrétion des organes génitaux que le corps féminin est jugé plus beau que le corps masculin. Je vais peut-être passer un peu. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans l'analyse du vocabulaire, là, je vous ai mis, par exemple, le dernier commentaire de Zoé, qui me dit « Je trouve que le corps de la femme aurait pour objectif plus harmonieux. Je trouve que celui de l'homme... Enfin, je sais pas, les courbes, les formes, c'est vraiment beau, alors que, même si l'homme, enfin, je trouve que l'homme, c'est plus, je sais pas. Le corps de l'homme, c'est vraiment, c'est beau quand même, comme tous les corps humains. »
désolée pour l'interprétation, je ne suis pas comédienne, mais je trouve que ce témoignage est assez flagrant. Il est assez flagrant de remarquer que le vocabulaire lui fait défaut pour décrire les caractéristiques physiques qui confèrent une valeur esthétique et érotique au corps d'homme, alors qu'elle cite spontanément celle d'un corps de femme. Dans son Histoire de la beauté, Georges Vigarello a montré combien les manières d'énoncer la beauté sont corrélées aux manières de regarder et traduisent l'attention visuelle portée au corps. Là, du coup, il se trouve que la question de la familiarité est essentielle dans l'appréciation du corps. Pour identifier les qualités esthétiques et érotiques d'un corps, il faut connaître ce corps, et pour le connaître, il faut le regarder. Or, la société n'incite pas les femmes à tourner leur regard vers les corps d'hommes. Le corps féminin étant édifié en référence de beau et de désirable, il est davantage visible et davantage mis en valeur. Et le rôle séductif féminin étant de plaire par leurs apparences, les femmes sont incitées à porter leur attention vers leur propre corps ou ceux d'autres femmes plutôt que vers le corps d'hommes. Donc les occasions de regarder les corps d'hommes sont moins nombreuses. Et du coup, les possibilités de connaître ce corps sont moins nombreuses. Donc, ce qui ressort de mon enquête, c'est que c'est le contexte de l'intimité hétérosexuelle qui permet, qui permet aux femmes de se familiariser davantage avec le corps masculin. Donc, parce que les corps d'hommes auxquels elles auraient le plus accès dénudés sont ceux de leurs partenaires amoureux et sexuels. Et donc, à mon sens, ce n'est pas anodin que les enquêtés qui jugent le corps féminin plus beau soient particulièrement représentés parmi les plus jeunes. Il semblerait que cela résulte d'une plus faible expérience sexuelle et amoureuse de leur part. Mon enquête montre cependant, même si je ne vais pas développer, que même dans l'intimité hétérosexuelle, toutes les femmes n'en profitent pas pour regarder avec attention et plaisir le corps de leur partenaire. Je voulais aussi dire très rapidement que cette plus grande familiarité entretenue avec les corps de femmes a une répercussion dans la création visuelle, puisque parmi les femmes que j'ai rencontrées, celles qui ont une pratique de photographie ou du dessin, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, ont bien davantage l'habitude de représenter des corps féminins, et elles estiment même que c'est plus facile et plus agréable de représenter, de dessiner ou photographier ces corps. On en a déjà un petit peu parlé par rapport aux représentations visuelles, mais en plus d'être perçu comme moins beau par certaines et moins érotique que les corps féminins, le corps masculin tend à être perçu comme plus menaçant. Donc le caractère menaçant du corps masculin semble se cristalliser autour de son sexe. Donc on a vu tout à l'heure qu'il pouvait être considéré comme pas très harmonieux, mais en fait il peut surtout être considéré comme dangereux, notamment lorsqu'il est en érection. Alors là je vous ai mis une de mes premières images du PowerPoint. C'est l'illustration d'Adèle Maury, qui est une des illustratrices du fanzine Sprinkle que j'ai analysé. Et donc je l'ai mise ici parce que justement, elle a essayé de faire un dessin érotique d'homme qui permettent de limiter le caractère menaçant du sexe du pénis et donc son geste pour apporter un regard plus tendre et moins menaçant sur ce sexe, c'est d'y mettre un petit oiseau dessus. Donc, l'enquête révèle que de nombreuses femmes associent le corps masculin et son sexe à la prédation sexuelle, ce qui les conduit à l'appréhender avec méfiance plutôt qu'avec curiosité, admiration et envie. Cette dimension imprègne les perceptions des corps d'hommes nus par les femmes et, notamment, elle limite la possibilité de les regarder. Plusieurs chercheurs et chercheuses en sciences sociales ont montré que le caractère menaçant du corps masculin et de son sexe s'inscrit dans une logique plus générale qui assimile la sexualité au danger, un discours de protection autour de la sexualité qui s'adresse bien davantage aux femmes qu'aux hommes. Selon Marie-Ève Lang, je la cite, on voit son... ouais, c'est ça. L'une des causes de la répression sociale du désir féminin, et plus particulièrement adolescent, trouve son origine dans
le discours de protection qui règne à l'heure actuelle et qui a pour objet de protéger les filles et les enfants du désir masculin perçu comme dangereux et irrépressible. Donc, compte tenu du fait que les femmes soient sociabilisées à craindre les rapports hétérosexuels et le désir masculin, il n'est pas surprenant que nombre d'entre elles appréhendent avec méfiance leur corps et leurs organes sexuels, plutôt qu'avec curiosité, admiration et envie. C'est aussi lié au fait que les femmes connaissent bien davantage des violences sexistes et sexuelles. J'avance, ça va, je ne vous ai pas encore perdu, je me dépêche. Il faut aussi parler du fait qu'il y a des normes sociales et la morale qui pèsent sur les perceptions de la nudité. Donc, une condamnation morale pèse sur les femmes qui expriment une appétence pour la nudité masculine. Le caractère compromettant de l'expression d'un goût pour l'image corporelle masculine est perceptible vis-à-vis du rapport, par exemple, entretenu à l'iconographie érotique d'hommes. Par exemple, lorsque je demande à Jelka, qui a 18 ans, si elle a déjà eu des posters d'hommes sexy dans sa chambre, elle me répond négativement, ajoutant qu'elle aurait été, je la cite, « trop gênée que ses parents tombent sur une image d'un mec torse nu avec de l'eau dessus ». De son côté, Rosen, qui a 30 ans, elle confesse avec malaise qu'elle tient un compte caché sur un réseau social sur lequel elle collectionne les photographies d'hommes qu'elle trouve séduisants. Et là, du coup, on se rend compte que la dimension secrète de cette pratique met en évidence son caractère licencieux. Donc, il se trouve que le fait d'apprécier, regarder le corps d'un homme nu consiste pour les femmes en une forme de transgression des normes de genre. En effet, exprimer un goût pour la nudité masculine, c'est s'afficher en femme désirante, active sexuellement, et donc c'est une posture contraire aux normes de sexualité féminine. Les femmes qui regardent et désirent ouvertement les corps d'hommes nus encourent le risque d'être suspectées de sexualité déviante ou d'être traitées de filles faciles. Donc afficher cette appétence peut porter atteinte à leur respectabilité et leur donner mauvaise réputation. Donc il ne faut pas perdre de vue que les perceptions de la nudité sont influencées par les normes de genre et qu'elles participent à les reproduire. La sociologue Isabelle Claire a théorisé ce qu'elle appelle l'ordre hétérosexuel en mettant en évidence 2 différents stigmates marquant les hommes et les femmes. Les premiers devant échapper aux stigmates du PD, je la cite, en prouvant qu'ils sont de vrais hommes, quand les femmes doivent échapper aux stigmates de la pute, je la cite encore, en prouvant qu'elles sont respectables. Et donc cet ordre hétérosexuel, tel que décrit par Isabelle Claire, influence fortement la manière de recevoir les images de nus. Pour terminer, je vais vous parler brièvement de la réception des expositions de l'un des projets artistiques que j'ai étudié, qui est le projet Lost in Men. Il y a de plus en plus d'écho avec le micro. Ça va ? D'accord, ok. Enfin, sauf si, il n'y a que moi que ça dérange ? Non. Donc, je vous parle très rapidement de la réception aux expositions Lost in Men, et donc là, ça nous permettra de parler de la réception par des hommes hétérosexuels. Désolée, c'est mon prisme du coup sur l'hétérosexualité. Donc, le projet Lost in Men, c'est une collecte ouverte de photographies érotiques d'hommes. C'est un projet qui est né en 2019, qui a été créé par des femmes cisgenres hétérosexuelles qui sont parties du constat à la fois que les représentations érotisant les corps d'hommes sont plus rares et moins visibles dans l'espace social que celles qui représentent des corps de femmes, et que les images érotiques sont principalement produites par des hommes et destinées à un public masculin. Donc elles ont lancé une collecte ouverte qui s'adresse à tout le monde. N'importe qui peut envoyer des photographies érotiques d'hommes, quel que soit son genre et quel que soit son statut professionnel. Et chaque personne est assurée d'être exposée. En moyenne, il y a à peu près 200 personnes qui envoient des photos par an. Et il y a des expositions qui sont faites à partir de ces photos.
Donc une photo par participante est exposée et les photos sont exposées sous forme de projection diapositive. Je mets la petite photo. Sous forme de projection diapositive collective, donc là comme vous pouvez le voir ici. Parmi le public, c'est assez mixte en termes de genre. La moyenne d'âge, elle est pour le coup un peu plus, elle est plus homogène, autour de la trentaine. Et donc, comme on n'a vraiment plus tout le temps, il faut que je me dépêche, je vais vous parler un peu plus précisément de la réaction des hommes avec qui j'ai pu échanger. Donc, il y a eu une quinzaine d'expositions entre 2020 et 2024. J'ai assisté à peu près la moitié d'entre elles. Et donc, j'ai participé à la médiation avec l'échange et dans l'échange avec le public. Parce que c'est un projet qui est toujours très abordé dans la médiation. Et donc, il y a vraiment toujours des échanges. On ne laisse personne rentrer sans lui avoir donné des explications sur l'exposition et le pourquoi de l'exposition. Donc, il y a vraiment un accompagnement aux images. Ce qui permet aussi, du coup, pour la chercheuse que je suis, de récupérer pas mal d'informations sur la réaction du public. On pourra y revenir plus amplement. Mais donc, j'ai retenu quelques réactions que je trouvais intéressantes par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, pour commencer, on a à plusieurs reprises fait de la prospection pour aller proposer aux gens de venir à l'exposition autour, en fait, du coup, dans la rue, etc., dans les cafés. On avait des flyers, puisque l'exposition est gratuite, pour essayer de faire venir du monde. Et il était assez fréquent que quand on s'adresse à un groupe d'hommes, a priori hétérosexuels, ils nous répondent qu'ils n'étaient pas intéressés d'une manière qui permettait de dire qu'ils n'étaient pas intéressés par le sujet qui est l'érotisation des corps d'hommes, et donc sous-entendu qu'ils n'étaient pas intéressés par les hommes. Donc déjà, ça apporte un premier élément de lecture sur comment est-ce qu'on se positionne en fonction de nos choix culturels. Et donc parmi les hommes qui rentraient dans l'exposition, il y avait donc... on pouvait vraiment discuter, comme on discutait avec les personnes, on pouvait vraiment savoir quelles étaient leur orientation sexuelle. Et donc, parmi les hommes hétérosexuels, déjà, il y en avait c'était très rare qu'ils rentrent seuls dans l'exposition. En général, ils sont accompagnés de femmes, notamment de leurs petites copines. Et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que ça permet aussi, comme c'est une exposition sur l'érotisation des corps d'hommes, c'est aussi une façon pour les hommes qui s'y présentent de performer leur ouverture d'esprit et de montrer qu'ils sont attentifs au désir et au plaisir féminin en allant à une exposition comme ça, accompagnée de femmes. Je voulais vous donner du coup quelques exemples de réactions d'hommes. Donc un homme de 30 ans environ qui vient me parler après être resté longtemps à regarder des photos. Donc il m'explique qu'il est hétérosexuel et qu'il est, je cite, super intéressé par le regard de femmes sur les corps d'hommes. Il me confie qu'il n'a, je cite, aucune idée de ce qui peut être sexy chez un homme pour une femme. Et il est conscient que le regard des femmes sur les corps d'hommes est très peu présent. Il me parle par exemple de male gaze et de female gaze, donc c'est quelqu'un qui est assez informé. Un autre trentenaire, également resté longtemps à observer les photos, nous explique qu'en tant qu'homme hétérosexuel, il aime bien prendre ses copines en photo, mais pas inversement. Il n'a jamais compris pourquoi des femmes lui demandaient des photos de lui. Il ne voyait pas l'intérêt. Avec cette exposition, il explique être en train de comprendre que les représentations visuelles de corps d'hommes érotisés pouvaient, comme celles de corps de femmes, participer à l'émanation du désir sexuel. Un homme de 25 ans me dit, je le cite, « En tant qu'homme, on ne sait pas ce qu'un corps d'homme peut... Pardon. En tant qu'homme, on ne sait pas qu'un corps d'homme peut être séduisant. Pour nous, il n'y a que les femmes qui sont belles.
Et donc quand je lui demande s'il a changé d'avis suite à l'exposition, il me répond qu'il préfère quand même les femmes, mais qu'il comprend mieux pourquoi les femmes aiment les hommes. Donc on remarque à travers ces 3 exemples que l'exposition Lust in Men se présente comme une opportunité pour les hommes hétérosexuels de comprendre les regards, goûts et désirs de femmes et d'apprendre à être plus séduisants à leurs yeux. Ces témoignages montrent aussi combien l'absence de représentation de corps d'hommes érotisés participe à la négation des désirs et plaisirs de femmes hétérosexuelles. Je vais donner un dernier exemple qui soulève maintenant la question du stigmate du PD, tel que l'a théorisé la sociologue Isabelle Claire. Donc c'est un ami à moi qui est hétérosexuel et qui a une 30aine d'années et qui me dit à la sortie de l'exposition, je le cite, « Ce projet est tellement important et nécessaire, notamment pour les jeunes hommes. Il m'explique qu'il aurait aimé voir ça ado, ça l'aurait, selon lui, aidé à mieux accepter ses désirs. Donc il m'explique qu'il a dû, je le cite, refouler ses pensées gays fortement, alors que finalement, le fait de voir ces photos, je le cite encore, naturalise le désir pour un homme, montre que le corps des hommes peut être désirable et que ce n'est pas bizarre de désirer un homme. Quelques semaines plus tard, il me dit que l'exposition ne l'a vraiment pas laissé indifférent et qu'il pense très régulièrement désormais au corps d'homme. Avant, il pensait facilement au corps de femme, mais jamais au corps d'homme. Quelques images de la collecte lui sont restées. En outre, l'exposition lui a permis de discuter du désir envers les hommes avec un autre ami à lui, également venu à l'exposition, en couple avec une femme, mais qui a déjà eu des expériences sexuelles avec des hommes. Donc ces quelques exemples que je vous balance un peu comme ça montrent en fait combien les représentations visuelles en circulation dans l'espace social participent à la normalisation du désir et en l'occurrence participent à l'hétéronormativité, entretient cette bicatégorisation des rôles séductifs en faisant croire que le corps féminin a un pouvoir d'attraction supérieur au corps masculin et que le désir sexuel masculin est plus visuel et plus actif que le désir féminin. Voilà, donc étudier les rapports entretenus aux représentations de la nudité masculine dans ce contexte hétérosexuel permet d'apporter un éclairage sur les normes qui régissent l'hétérosexualité. J'avais prévu une petite conclusion plus longue, mais je pense que là, j'ai été beaucoup trop longue et je m'arrête ici. Comme ça, on pourra ouvrir la discussion et aussi laisser la parole à Claude. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'était dit une première salve de questions qui pourront être poursuivies suite à l'intervention de Claude, aussi bien en ligne que dans la salle, donc n'hésitez pas. Après, je pense que l'intervention de Claude va compléter plein de choses et peut-être qu'on aura plus de questions à la fin. Moi, j'en ai une aussi, mais je n'ai pas envie de parler en premier. Suivez ? Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'en fait, on parle du regard, de notre regard sur des corps et des corps nus, mais aussi visiblement du regard sur nous regardant en fait d'autres personnes. Que finalement, la question de qui on est quand on regarde et quelle réaction on a quand on regarde, ça a l'air d'influencer aussi beaucoup ce qui peut se jouer ou en tout cas être visible. Finalement, c'est comme dans une sorte de dispositif. En fait, peut-être qu'il y a un décalage. En tout cas, moi, je m'interroge sur la possibilité d'un décalage entre ce qu'on en pense vraiment, quelle est la nature de notre regard à nous sur ce qu'on voit, donc sur ces corps nus, et la façon dont on y réagit socialement, parce qu'en fait, on est entouré d'autres personnes et qu'on pourrait, je crois que tu l'as dit, performer en fait une réaction différente de ce qu'on pense, en tout cas, ou de comment on reçoit et perçoit ces corps et ces corps nus. Je ne sais pas si c'est une vraie question, mais en tout cas, c'est ce qui me semblait oui, absolument. C'est vrai que ce qui est passionnant, mais je pense que Claude y reviendra aussi pas mal, mais c'est que il y a tellement de choses derrière une perception de la nudité et entre effectivement ce qu'on perçoit, ce qu'on s'autorise à percevoir aussi, parce qu'en fait on peut aussi soi-même s'auto-censurer, et ce qu'on s'autorise à communiquer de
de ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, il peut y avoir un fossé. Il peut y avoir vraiment des choses très différentes. Et effectivement, exprimer, mais en fait c'est vrai pour plein d'autres sujets, mais exprimer son goût, puisque finalement c'est aussi une question de goût, et exprimer la façon dont on réagit à une image, à une représentation ou à un corps, et bien en fait ça dit des choses de nous, ce qui fait qu'on peut se permettre ou ne pas se permettre de s'exprimer. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ne pas se permettre de ressentir. Enfin, il y a aussi beaucoup de... voilà. Il y a aussi cette autocensure qui est très forte. Et donc voilà, il y a plusieurs niveaux. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, non, c'était juste un prolongement, parce que vous avez un petit peu tendu la perche sur la question du rapport entre pudeur et réseaux sociaux, et du coup, je voulais un petit peu aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez observé là-dessus? Est-ce qu'il y a de la littérature sur cette question-là? J'avoue que je ne connais pas. Alors, je ne suis pas la spécialiste des réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, Lusted Men, donc la collecte de photographies érotiques d'hommes que j'ai étudiée, suite à la première exposition publique, donc il y a eu certainement des personnes qui ont fait des photos en taguant Lusted Men, a eu son compte supprimé sur Instagram, donc a dû ensuite complètement le refaire de A à Z, et du coup maintenant ne montre plus aucune image. Il y avait déjà une attention aux images, mais donc bien sûr il n'y avait pas de pénis montré, etc. Mais malgré ça, en fait, du coup, le compte a été supprimé. Il y a la littérature, en fait, qui explique que les algorithmes ne sont pas neutres, et qu'il y a une histoire, la plateforme valorise une forme de pudeur, mais en fait, mais elle n'est pas du tout claire sur la façon dont elle la valorise. Et oui, il y a des articles qui montrent que, en fait, il y a aussi une prime à la nudité. Et donc, quand les algorithmes peuvent favoriser certains contenus, si jamais c'est une nudité acceptable qui est montrée. Donc, une nudité acceptable pour cette plateforme, c'est une nudité blanche de femme avec un corps dans les canons de beauté. Il y a beaucoup d'activistes qui ont montré à quel point, effectivement, ça pouvait être très validiste, grossophobe et raciste dans ces choix algorithmiques. Et donc voilà, du coup, il y a à la fois un discours de ces plateformes qui veulent, au nom de la protection, assurer qu'il n'y a pas de nudité, parce que du coup, là, pour le coup, c'est vraiment assez clair dans ce côté pudeur qui associe nécessairement nudité et sexualité. Et à la fois, en fait, une dimension commerciale, en fait, où les posts qui montrent des corps relativement érotisés, enfin voilà, donc il y a tout un art après de savoir mettre en scène les corps pour pouvoir être davantage mis en valeur par l'algorithme. Merci à vous. J'avais juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit au niveau de du public sur lequel vous avez enquêté, parce que vous en avez parlé un peu rapidement, mais du coup vous avez dit que c'était un public de classe moyenne et supérieure, et vous avez parlé que très certainement ces perceptions seraient différentes pour des personnes issues de classes populaires ou même du coup, des personnes racisées. Et je voulais savoir en quoi est-ce qu'elles seraient différentes, est-ce que ce seraient des différentes vraiment profondes? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Bien sûr, c'est clair. Merci pour la question. Je crois que je suis allée assez vite sur mon terrain. Alors, du coup, c'est que des hypothèses, parce que comme je n'ai pas étudié sur des publics différents, je ne peux pas faire de comparaison, et c'est une des limites de mon travail. Mais ce que je disais par rapport à la réaction aux représentations érotiques d'hommes, j'émets l'hypothèse que le rejet envers certaines représentations de corps d'hommes érotisés peut être une forme finalement peut relever d'un goût qui est socialement situé. N'importe quelle consommation culturelle est socialement située, et
c'est d'autres, disons que d'autres aspects de mon enquête me font penser que c'est aussi une forme de... il peut y avoir une forme de dévalorisation de certaines représentations de la masculinité parce qu'elles sont associées à une masculinité populaire qui font que les femmes de certaines classes sociales peuvent avoir une forme de mépris, finalement, envers certaines images. Voilà, pour vous répondre. J'avais une question et j'espère que c'est un peu dans le sujet. Mais en fait, quand on parle par exemple des corps masculins qui ne sont pas souvent vus, est-ce qu'il y a la dimension par exemple de femmes qui par exemple travaillent dans le soin ou qui sont exposées assez régulièrement à des corps masculins, que ce soit dans un contexte professionnel ou même personnel? Est-ce qu'il y a un impact aussi sur leur vision du corps? Ouais, c'est très intéressant comme question. Je réfléchis... Parmi les femmes que j'ai rencontrées, je ne crois pas qu'il y avait des personnes dans le milieu du soin. Après, effectivement, sur les questions de... il y a des travaux qui parlent à la fois du fait que dans le milieu médical, il y a une forme d'éducation du regard en fait, qui se met en place, qui vise à désérotiser la perception du corps nu de l'autre. Voilà, c'est pour ça que je disais ça en introduction, qu'a priori les médecins ne sont pas censés sexualiser la nudité. Après, il y a toujours des scandales qui nous apprennent que finalement tel gynécologue a violé autant de patientes, etc. Donc tout le monde n'y arrive pas à désexualiser la nudité, mais globalement, effectivement, c'est ce qui est attendu. Après, je pense à une étude... je ne retrouvais pas la référence, mais je me rappelle d'une personne qui avait fait sa recherche elle avait fait une observation participante dans une maison de retraite en étant assistante de santé, je ne sais pas quel sujet, quel titre elle avait, mais donc elle, en tant que femme, elle avait du coup dû un petit peu mettre... Elle avait dû... elle explique très bien comment est-ce que son rapport au corps des patients de la maison de retraite, elle a dû un petit peu déconstruire et se mettre à l'aise, etc. Mais elle parle surtout du fait que, et c'est là où la perception de la nudité, elle est toujours à double sens, elle parle surtout du fait qu'elle avait des problèmes avec les hommes qu'elle était amenée envers qui elle était amenée à avoir des soins, qui, eux, en fait, pouvaient sexualiser, quand elle, de son côté, elle désexualisait ces pratiques-là, elle pouvait se retrouver en face de personnes qui, eux, sexualisaient ça. Et donc, elle expliquait comment est-ce qu'elle essayait de mettre en place des stratégies pour désérotiser, malgré tout, la relation avec des jeux de regard, des formes de distance, etc. Donc oui, il y a des procédés pour désérotiser, mais en fait, après, dans toute relation, il y a deux personnes, et donc il faut que... voilà, c'est un jeu de ping-pong, et chacun perçoit les choses différemment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Moi, je me demandais si le mot de pornographie, il était intervenu s'il avait été prononcé par des gens autour de l'Ostedman ou à d'autres moments de ton enquête. Est-ce que du coup, souvent, les opposants à l'éducation à la sexualité en général disent c'est de la pornographie. Souvent, les gens qui promeuvent l'éducation à la sexualité disent c'est important parce que sinon c'est la pornographie qui va éduquer les gens. Mais justement, on ne sait jamais trop ce que c'est que la pornographie parce que c'est jamais défini. Donc, et du coup, je me demandais si... et souvent, quand il y a le mot pornographie, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est plutôt que les gens vont être en colère et qu'on va se fâcher. Et du coup, je me demandais si le mot de pornographie est arrivé à un moment donné dans le processus. Oui. Alors, les personnes qui ont créé le collectif Lustedmen se sont donné pour mission de ne pas définir l'érotisme, ce qui permet en fait de ne pas non plus définir la pornographie finalement, en tout cas de ne pas créer de segmentation et de définition qui puissent encadrer les représentations. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était une collecte ouverte et que chacun était assuré d'être exposé. Et en fait,
Ce qui fait qu'en fait, en ne définissant pas l'érotisme et en laissant à chacune, la possibilité d'envoyer les images de leur souhait, il y a une très grande diversité d'images. Donc il y a des images qui, avec les codes qu'on a imprégnés, qu'on associe à la pornographie parce qu'on voit un acte sexuel en cours, par exemple. Mais il y a aussi des images qui sont plus... Enfin, disons qu'en fait, il y a, même si les définitions sont floues entre pornographie, érotisme et autres, il y a quand même un imaginaire commun qui fait qu'on catégorise plus facilement. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que dans cette collecte, il y a à la fois des images qu'on peut catégoriser comme pornographiques, des images qu'on peut catégoriser comme érotiques, parce qu'elles reprennent des codes plus connus de l'érotisme, et aussi des images qui sont plutôt des images de vie intime, qui sont difficiles à catégoriser. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la réaction du public, et ça revient à ce qu'on disait sur la diversité des perceptions sociales de la nudité, c'est qu'en fait, il y avait des personnes qui ressortaient de l'exposition en disant « alors moi, ça m'a fait aucun effet, je ne sais même pas si on peut dire que c'est érotique ». Et des personnes qui rougissaient quand on leur demandait si ça leur a plu, et des personnes qui s'autorisaient à dire « oh là là, dis donc, ça m'a vraiment fait quelque chose ». Et donc je trouve ça assez riche, je trouve ça intéressant cette démarche de ne pas définir justement. Donc effectivement, et en fait ça laisse un peu à chacun peut-être aussi que ça décale, parce que comme ça permet de mettre beaucoup d'images en même temps très différentes, ça permet peut-être de rééquilibrer et de montrer, de forcer aussi à montrer plein d'images qui peuvent aussi ne pas, qui peuvent créer une forme de retenue habituellement. Et donc voilà, du coup, effectivement, la question de la pornographie, elle est abordée et éludée à la fois. Et il y a un peu l'idée de ne pas censurer que ce soit Lust in Men ou le projet Sprinkle, il y a vraiment cette volonté d'arrêter les tabous, d'arrêter la censure et de parler des choses telles qu'elles sont, de montrer le corps, de montrer des pénis, même si ça pose problème, même si, justement, en fait, d'en parler et de le montrer collectivement. Et justement, et ce qui est hyper important, c'est que ces expositions sont toujours accompagnées de médiation et qu'on est toujours là pour expliquer, échanger, et il y a toujours... Ça crée des espaces de discussion aussi autour de la sexualité, et ça, c'est vraiment très riche, parce qu'effectivement, c'est peut-être ce dont on manque aujourd'hui. Merci beaucoup.